Bonjour, je suis Danilo et vous écoutez le Rendez-vous Marketing, un podcast produit par DHS Digital, une agence de publicité Facebook qui vous aide à accélérer la croissance de votre entreprise en ligne. Avec ce podcast, ma mission est la même, vous aider à générer de la croissance pour votre activité via les différents canaux du marketing digital, et c'est pour ça que j'invite des experts qui maîtrisent leur sujet et je vous propose moi-même des épisodes très concrets sur mes domaines de prédilection, à savoir la publicité Facebook et la création de contenu. Si vous aimez écouter les épisodes de Rendez-vous Marketing, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié de la sortie des prochains épisodes tous les lundis et jeudis matin. Aujourd'hui, je reçois Sandy Jacobi, cofondatrice de My Marketing Experience, une agence marketing de conseil qui aide les entreprises B2B à devenir des références dans leur secteur. Plus concrètement, Sandy et son équipe aident des TPE et des PME à définir leurs offres, à connaître leurs cibles, ou en tout cas mieux connaître leurs cibles et trouver les bons leviers d'acquisition. La particularité de leur accompagnement, c'est qu'elles se focalisent sur des entreprises B2B, c'est-à-dire des entreprises qui vendent des produits ou services à d'autres entreprises. Un peu comme DHS Digital finalement. Le marketing B2B, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et qui est finalement assez différent du marketing B2C, notamment dans la construction des offres. Et avec Sandy, on a revu ensemble tout ce qui permet de créer une offre marketing qui est désirable en tant qu'entreprise B2B. J'ai donc posé à Sandy toute une série de questions pour en savoir plus sur les offres B2B et j'ai aussi donné mon avis sur ces sujets-là puisque moi-même j'ai dû créer mes offres à l'époque. Donc première question, c'était que Sandy nous donne les différences entre une offre B2B et une offre B2C. Deuxième question, par où commencer pour construire une offre B2B? On a notamment parlé des besoins du client, de comment définir sa proposition de valeur et l'importance de faire une analyse concurrentielle. Troisième question, faut-il avoir un seul ou plusieurs packaging, un peu comme on peut le voir sur des SaaS B2B où il y a différentes offres pour différentes cibles ou pour différents besoins. Quatrième question, comment présenter une offre B2B? Cinquième question, comment définir le juste prix de son offre? Sixième question, du point de vue contractuel, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce qu'il vaut mieux faire des contrats d'un mois renouvelables, des contrats sur 3 mois ou des contrats sur un an? Et dernière question, comment cartographier ces offres B2B pour suivre une logique d'échelle de valeur et accompagner ses clients au fur et à mesure que leurs besoins évoluent? Si les réponses à ces questions vous intéressent, je vous propose d'écouter attentivement ma conversation avec Sandy. À tout de suite. Salut Sandy et bienvenue dans le Rendez-vous Marketing. Toi, tu es une professionnelle du marketing B2B. Ça fait 10 ans que tu as monté ton agence en conseil en marketing B2B. Tu as également un podcast sur le marketing B2B, encore une fois, sur lequel je suis intervenu, mais tu as également d'autres invités comme Caroline Mignot, je pense, récemment, Greg Gambato. Aujourd'hui, je t'invite sur le mien pour qu'on puisse parler de marketing B2B et de comment construire une bonne offre B2B. Mais je pense qu'avant de commencer, ça serait vraiment bien que tu puisses te présenter à l'audience. Je suis Sandy Jacobi, j'ai cofondé My Marketing Experience il y a un petit peu plus longtemps que ce que tu l'as dit, puisque ça fait bientôt 12 ans. Et nous, notre mission, elle est très claire depuis le début, c'est d'aider les entreprises en B2B, les PME et les TPE à trouver leurs bons clients, à savoir qui ils sont, à les convertir et à les fidéliser. On est parti d'un constat très clair. Donc, quand je dis on, c'est parce que je vais faire une parenthèse, c'est parce que je me suis associée avec ma sœur et on va dire, elle fait partie de l'aventure depuis le départ, comme moi. Donc, on est parti du constat que on se rendait bien compte que les TPE et les PME avaient un handicap comparé aux grandes entreprises lorsqu'elles n'avaient pas de département marketing ou même une ressource marketing en interne. Elles grandissaient moins vite, elles galéraient beaucoup plus pour trouver leur marché et pour acquérir des clients. Donc, on s'est dit, on va créer une agence qui va se substituer à cette ressource pour les aider à se battre avec les mêmes armes que les grandes entreprises. Donc, à connaître les techniques, à savoir ce qu'il faut faire pour attirer des clients, les fidéliser et les convertir. Et concrètement, ça donne quoi? Ça veut dire qu'au quotidien, on accompagne des entreprises qui vont être entre 2 et 150, 200 personnes parfois. On va les aider à savoir qui sont leurs vrais bons clients. Donc, c'est quelque chose que tu connais très bien, Danilo, les personas. C'est vraiment quelque chose que tu maîtrises. Donc, je parle ton langage là, mais c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup aussi en B2B. On va également travailler toute la stratégie et après, savoir avec des techniques marketing qui sont, j'aime bien dire, de la cuisine parce que finalement, quand on a les bons ingrédients, il n'y a qu'à les mettre en place. Et puis après, on va chercher les clients et on va les fidéliser. Et parmi les outils qu'on utilise, il y a les offres dont on va parler aujourd'hui d'ailleurs. Top, super bien résumé. Est-ce que vous faites d'autres choses que aider ces entreprises à définir leur client idéal? Tu disais de comment les attirer. Est-ce que vous allez travailler sur un canal marketing particulier comme LinkedIn par exemple, vu que c'est connu en B2B? Et étant donné que tu disais que vous avez commencé l'agence il y a 12 ans, je présume qu'il n'y a pas beaucoup de digital à ce moment-là, parce qu'il y a 12 ans, je n'étais pas non plus très présent. En B2B. Il y avait du digital. Alors, figure-toi que pour une anecdote, moi, j'utilisais déjà LinkedIn quand j'étais salariée pour faire de l'acquisition client. Donc, ça date vraiment d'il y a longtemps, mais c'était
infiniment moins développé qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas du tout les mêmes fonctionnalités. Donc, parmi les canaux qu'on utilise, effectivement, LinkedIn en fait vraiment partie puisqu'on est en B2B et qu'aujourd'hui, en B2B, c'est le canal incontournable. Et effectivement, parmi les services qu'on propose, il y a aussi la formation, dont la formation LinkedIn d'ailleurs, pour permettre aux entreprises d'internaliser cette compétence et notamment faire en sorte que soit les dirigeants, soit leurs équipes soient en mesure de eux-mêmes faire rayonner l'entreprise, la faire connaître et trouver des clients grâce à LinkedIn. D'accord. Donc si je comprends bien, tout ça c'est du conseil ou est-ce qu'il y a également de l'opérationnel où vous allez justement mettre en place des campagnes, développer des outils pour créer son avatar, donc créer des fiches, faire les recherches pour votre client, faire des interviews, ou est-ce que tout ça finalement est du conseil que vous allez leur prodiguer afin qu'ils le fassent eux-mêmes? Alors, c'est une super question. Non, on peut le faire. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui choisissent de faire comme ça. Nous, on a choisi de faire du conseil, qui sont plutôt des accompagnements pour la partie, on va dire, stratégie, persona et offre, jusqu'à sa proposition de valeur et son positionnement. C'est quelque chose qu'on fait ensemble avec le client ou avec l'équipe dirigeante lorsqu'il y a, par exemple, des associés. On va travailler vraiment sur du co-développement, de la co-construction de ces éléments-là, parce qu'on part du principe que on peut pas inventer ça à la place de nos clients. C'est eux qui ont les réponses. Nous, on va juste bien poser les questions, aller les faire creuser jusqu'au bout et leur faire, on va dire, réaliser, accoucher de leur propre stratégie. C'est pas un joli mot, mais c'est vraiment la réalité. Et ensuite, on travaille sur le plan d'action. Donc là, effectivement, pour pas les mettre en difficulté, parce que souvent, ils maîtrisent pas forcément les techniques marketing, c'est normal, c'est pas leur job. Donc nous, on va construire le plan d'action et ensuite, s'ils le souhaitent, eh bien, ils nous le confient pour le dérouler. Donc Très oui, bien compris. il y a un gros volet opérationnel également. Il y a un volet opérationnel. Ok, donc là je pose ce volet opérationnel. Vous avez, je présume, des freelances experts dans leur domaine qui vont faire certaines choses que vous n'êtes pas forcément expert. Donc admettons que vous dites à une entreprise B2B, ça serait bien que tu fasses des Facebook Ads. Ben, tu pourrais tout à fait en parler à un autre prestataire qui ferait les Facebook Ads pour vous et donc pour le client. Donc quand tu vas démarrer une prestation, je suppose que tout commence par un audit. Est-ce que c'est ça ou est-ce que je me trompe? Alors, tu te trompes pas, je parlerai pas forcément d'un audit. Je dirais qu'avant de démarrer toute mission, c'est-à-dire qu'avant de se rendre visible globalement, si quelqu'un arrive en disant: «Je veux être visible, je veux que mon entreprise, soit plus visible et trouver des clients», on va s'assurer que, il y ait des on va dire comme un contrôle qualité avant, de savoir si, par exemple, la cible est bien qualifiée. On a bien compris qui était son audience, on a, tous les éléments de langage nécessaires pour aller la chercher, on a des offres qui tiennent la route également. Donc voilà, c'est vraiment un contrôle qualité pour être sûr que les campagnes derrière vont pouvoir être efficaces. Alors, je te cache pas que bien souvent, c'est pas le cas, parce que je dirais presque autrement, ils y seraient peut-être arrivés par eux-mêmes, et que un des principaux problèmes qu'on rencontre, c'est que les entreprises concluent que certains canaux ne marchent pas, comme par exemple l'emailing ou LinkedIn ou peu importe les autres canaux, alors qu'en fait, c'est pas tellement que ces canaux ne marchent pas, c'est qu'ils n'ont pas travaillé les fondamentaux nécessaires comme qui est mon client, qu'est-ce qu'il veut, quelle est mon offre et qu'est-ce que je dois lui dire, à quel moment. Et donc, si tu n'as pas ces éléments, finalement, c'est un peu, pardon l'expression, casse-gueule, peu importe le canal que tu vas choisir. Ok, je comprends. Donc ça c'est finalement la base pour vous, c'est de travailler tout ça avant même de faire de l'opérationnel. Absolument. Ok. Il y a un autre truc que je trouvais flagrant quand tu parlais des entreprises que vous accompagnez, c'est que tu parlais du fait que parfois vous avez des clients qui sont des entreprises de type DPE, 2 ou 3 personnes, et tu en as d'autres qui ont 150 personnes. Et finalement, est-ce que les challenges finalement sont différents, à quel point ils sont différents, je dirais, entre ces deux typologies d'entreprises? Ce serait peut-être intéressant d'avoir ton retour là-dessus avant de passer à la suite. Alors, leur différence, évidemment, entre 2 ou 3 personnes et 150, il y a une grosse différence de ressources. Déjà, des ressources en interne. Il y a plus de monde, donc plus de ressources. Mais le challenge initial, c'est souvent un manque de clarté. C'est-à-dire que l'équipe dirigeante a du mal à y voir clair dans sa stratégie, à voir ce qui bloque. Et ça, c'est quelque chose qui est naturel, qui est tout à fait normal. Si tu pars du principe que c'est excessivement difficile, voire impossible, d'avoir du recul, si tu es à la fois l'observateur et l'objet que tu observes. Si tu es dans ta propre entreprise et que tu es le nez tous les jours dedans, que tu sois à 3 ou 150, mais que c'est à toi de faire ce travail, tu vas manquer de recul, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui,
ça peut arriver. Alors, je te dis pas qu'on en a tous les jours des entreprises à 150 personnes, mais on a de plus en plus d'entreprises plus grandes qui Ouais, font ce constat de se dire, bah, finalement, on a du mal à y voir clair, on a du mal à prendre du recul sur notre stratégie, sur ce qui cloche. Et finalement, tu peux ajouter des cerveaux, qui sont des cerveaux qui sont internes à l'entreprise, ou des yeux qui restent internes à l'entreprise, ils n'arriveront pas à se poser les bonnes questions, à y répondre. d'accord. C'est plutôt une question Oh, de vas-y. comment tu te positionnes, en fait. Mais par contre, j'allais dire, dans le cas de ces grandes entreprises, finalement, l'opérationnel, il est quasiment inexistant parce qu'ils ont déjà les ressources, donc du coup, vous faites que du conseil. En général, chez ces entreprises plus grandes, effectivement, c'est l'exécution est faite par leur équipe. Mais on propose toujours de dire, de toute Ouais, façon, vous pouvez exécuter vous-même. Il n'y a aucune obligation que ça passe par nous par la suite. ok, d'accord, c'est compris. Avant de passer à la suite, justement, ben, j'aimerais bien te demander comment toi, comment vous avez trouvé vos premiers clients. Et aujourd'hui, finalement, comment est-ce que vous faites? Est-ce que ça a changé par rapport à il y a 12 ans, dans ce cas-là? C'est toujours intéressant d'avoir la réponse et de voir comment vous avez évolué. Alors très clairement, hein, c'est plus du tout de la même manière. J'aimerais te dire que le monde n'a pas changé, mais il a énormément changé. Alors quand on s'est lancé, il y a donc 11-12 ans, on n'avait pas vraiment beaucoup de ressources, c'était pas vraiment, tu pouvais Mhm, pas faire de la pub comme ça. Donc on a lancé un blog. mhm. On a créé énormément de contenu au départ sur le blog, ce qui nous a permis à la fois, de développer notre référencement naturel. On prenait de l'avance sur tous les gens qui s'y sont mis beaucoup bien après, en fait. Et on a conjugué ça avec, à l'époque, Facebook et Twitter. Et c'est comme ça qu'on a trouvé nos premiers clients. Pas Trop du tout bien. par le bouche à oreille, pas Ok. du tout par des personnes proches de nous, pas du tout. Trop intéressant, vraiment trop intéressant. Donc déjà, il y a 12 ans, vous avez fait cette démarche de produire du contenu finalement Oui, et de le mettre en avant sur Facebook et Twitter à l'époque où le reach devait être incroyable. Tu m'avais oui. pas de Facebook Ads, je pense à l'époque, tu me disais, tiens, Danilo, j'ai fait aussi des Facebook Ads pour me promouvoir. Ça fait aussi partie de la stratégie d'avant? Parce que le Alors Facebook je l'ai Ads, c'était fait plutôt en 2014-2015, non? Alors, je l'ai fait en 2012, non, en Ok. 2012 ou 2013. Mhm. C'était, pour tester, je trouvais ça rigolo, c'était nouveau, alors on s'est dit: «On va tester». Effectivement, ça a bien marché, mais voilà, aujourd'hui, ça paraît surréaliste, de te dire qu'avec 10 € tu remplis une salle. Et oui, on l'avait fait, on avait rempli une formation avec 10 €. Mais je veux pas décourager des gens, s'ils n'y arrivent pas aujourd'hui, je n'en suis absolument plus capable, moi non plus. Mais il y avait personne qui le faisait, donc tu sais, c'est toujours pareil, quand tu es le premier, tu as quand même un petit avantage, c'est certain. Donc aujourd'hui, ce ne sont plus du tout ces mêmes canaux. Aujourd'hui, nos clients viennent principalement, alors par la recommandation, parce qu'au bout de Ouais, 12 ans, si tu fais bien ton job, normalement, ouais, bah quand même. voilà, c'est normal. Et par LinkedIn. C'est notre Mhm. deuxième canal d'acquisition. C'est intéressant ça. Et donc LinkedIn, comment est-ce que tu fais à attirer ces clients? Tu vas juste produire du contenu ou est-ce que tu fais des call to action, des webinars, des contenus contre commentaires, donc les petites stratégies pour avoir des contacts et des conversations? Comment est-ce que tu t'y prends? Alors, on fait des contenus puisqu'on diffuse via LinkedIn, on va dire les contenus podcast, et puis au travers des posts également, sont des posts avec du contenu, des conseils. Et j'utilise beaucoup les messages privés. J'ai pas, si tu vas voir mon profil LinkedIn, tu verras que je suis absolument pas la personne qui a 150 000 personnes qui la suivent. On a tendance à croire qu'il faut avoir des énormes communautés pour convertir, alors qu'en fait pas du tout. Enfin, C'est pas du clair. tout. C'est toujours mieux d'en avoir, mais ce qui compte c'est la qualité. Et des échanges de qualité, j'en ai en message privé. Et j'avais encore cette semaine quelqu'un qui m'écrivait pour me dire: j'adore vos posts, je les suis beaucoup». Alors c'est rigolo parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais liké ni commenté un de mes posts. Donc tu vois, Trop fort. faut pas du tout se fier aux vanity metrics du like et du commentaire, même si c'est très agréable. Et donc je sais que cette personne, quand elle va avoir un besoin d'ici quelques mois, elle pensera à moi. Et c'est souvent vraiment comme ça que ça se passe. Ouais. Donc post, puis après une conversation qui va se créer, un Ouais. lien, et ensuite la personne va te contacter de manière naturelle, donc de l'inbound marketing pur et dur. Quand il y a le besoin. Vraiment intéressant. Mais pour rebondir à ce que tu disais sur le nombre de connexions, je suis assez d'accord avec toi. J'en ai un peu plus, j'en ai 18 000 aujourd'hui. Mais sincèrement, on le sait en B2B, si tu as 100 si t'as 100 clients, ouais, tu gagnes beaucoup d'argent, quoi. Donc du coup, c'est pas vraiment le but d'avoir 100 000 followers. En réalité, avec 3 000 à 4 000, des personnes très qualifiées parce que tu les as bien attirées, avec le bon contenu ou parce que tu les as ajoutées de manière très précise en allant voir un peu les profils qui t'intéressaient et que tu as créé une conversation, c'est bien mieux que 18 000, 19 000 comme moi, où finalement il y en a 10 000 qui ne me connaissent pas parce qu'ils ont dû tomber sur des contenus que j'ai fait qui étaient très, comment dire, aguicheurs. Parce que à l'époque, je faisais par exemple, il y a 2 ans, plein de contenus où je rebondissais sur des actualités. Par exemple, tiens, Instagram a ajouté une nouvelle fonctionnalité. Et ça a attiré plein de gens, beaucoup de community managers. Finalement, community manager, c'est pas mon client idéal pour l'agence. Donc du coup, tu vois, j'ai attiré beaucoup de profils sur mon LinkedIn où je me rends compte que finalement,
j'ai pas tant de décideurs que ça et pas tant de directeurs marketing ou directeurs e-commerce. Donc c'est vrai que c'est important aussi d'attirer les bonnes personnes avec ton contenu sur LinkedIn. Donc justement en ayant en tête qui tu veux cibler, quelles sont tes problématiques et comment tu peux y répondre dans tes contenus. Exactement. Et après, c'est ton message aussi, de toute façon, ça c'est valable pour toi, pour moi, mais pour n'importe quelle entreprise. Tu pourras jamais plaire à tout le monde, donc il faut être très cohérent avec ton message, garder toujours une ligne éditoriale, ton positionnement. C'est Et c'est ça, pas grave si t'as pas 3 millions de personnes qui te suivent, parce que de toute façon dans la vraie vie tu n'auras pas 3 millions de clients. c'est Donc ça. il faut arrêter de croire que seulement les très grosses communautés et les gros influenceurs sur LinkedIn peuvent faire du business. C'est archi faux. Et d'ailleurs Merci. Je suis je rassure. entièrement d'accord. Non, je suis entièrement Non, d'accord. mais et les personnes qui font notre formation, d'ailleurs, me le disent très souvent. Ils me disent: «Mais c'est incroyable, en fait, à partir du moment où j'ai commencé», et ils ont des toutes petites communautés, ils ont Mhm. commencé à convertir. Donc c'est que il faut s'y mettre, c'est tout. Il faut s'y mettre si c'est cohérent avec sa stratégie. Tout le monde n'est pas être sur LinkedIn, mais en tout cas, si on est en B2B, normalement, c'est vraiment cohérent. Et il faut pas se mettre pour ambition d'avoir 3 millions de personnes, parce que ça sert à rien, en fait, du tout. C'est clair, je suis entièrement d'accord. Et une dernière chose sur LinkedIn, j'ai vraiment l'impression que ça va mieux là depuis quelques mois. Pendant un moment, c'était un peu la loose. Durant l'été, il y avait moins de reach organique. Et là, je revois des posts qui font des milliers de vues, qui sont des posts tout simples. Et moi-même, j'ai fait quelques bons posts ces 2-3 derniers mois sur LinkedIn. Donc, il ne faut pas abandonner, même quand parfois il y a moins de visibilité. Mais je l'ai vu, je le remarque, il y en a qui sont très très bons, qui ont énormément de visibilité, d'engagement, parce qu'ils publient tous les jours. Donc, pour Ouais. moi, il y a une grosse régularité qu'il faut avoir sur le réseau social. Ne pas être complexé, se dire voilà, parfois je vais rater un post, ça va pas marcher, mais toujours garder une ligne éditoriale claire, faire des posts qui vont peut-être faire de la vue, mais pas forcément de la conversion, et faire également des posts qui vont faire de la conversion, mais moins de vues. C'est ça l'important sur LinkedIn. Bah, je te rejoins. Alors moi, je le dis sans honte, mon poste qui m'a ramené, on va dire, le plus de chiffre d'affaires, sur du court terme, on va dire, il a fait, je pense, moins de 2000 vues. C'est ça, tu vois, donc franchement, Et faut il a pas fait se prendre la tête plusieurs avec ça. milliers d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, Donc et tu tu vois, l'as pu directement c'est l'attribuer. décorrélé, quoi. Mm. Ah oui, C'est oui, intéressant. c'était très, Mm. c'était très facile à mesurer comme retour sur investissement. Ok, top. Bon, bah écoute, je te propose de passer au cœur du sujet, donc les offres B2B. Alors, c'est un sujet intéressant parce que finalement, quand on regarde bien une prestation B2B, c'est pas toujours tangible. C'est-à-dire quand tu fais une mission de conseil, ben, c'est du conseil, c'est des échanges, peut-être des documents que tu vas envoyer, des conversations que tu vas avoir. Alors qu'une offre B2C, ben, tu sais très bien que quand tu vas dans un magasin de chaussures, ben, tu vas chercher tes chaussures, tu connais le prix, tu sais un peu comment elles ont été fabriquées, en tout cas si tu poses la question, et tu repars avec ta paire de chaussures. En B2B, c'est un peu différent, ça coûte souvent plus cher, c'est des process d'achat qui sont plus longs, et comme je le disais, le service n'est pas toujours tangible. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Et du coup, pour moi, c'est une des différences avec les offres B2C. Non, mais c'est très clair, tu l'as très bien résumé. C'est que souvent, en B2B, tu ne peux pas toucher le service. Ouais. Et même, j'ai envie de te dire, même si c'est quelque chose de tangible, les offres restent quelque chose d'excessivement important. Voilà, et donc du coup, pour moi, c'est hyper important d'avoir une offre qui est bien cadrée, qui est claire comme de l'eau de roche, que ton prospect, ton client peut s'imaginer en train d'avoir le fameux résultat. Parce que c'est ça qu'on vend finalement en B2B. Enfin, je parle pour toi là, à ce niveau-là, mais c'est un résultat. On est d'accord qu'on vend un vrai résultat, mais il faut aussi vendre la méthodologie, les différentes étapes, ce que tu vas apporter comme service. Et donc du coup, c'est ma première question finalement, c'est quoi pour toi les différences entre une offre B2B et une offre B2C? Alors, tu l'as bien résumé, en fait, tu l'as très concrètement dit, c'est que souvent en B2C, quand tu achètes, tu as quasiment instantanément ce que tu as acheté. Donc, des chaussures. Alors, évidemment, un appartement, ça paraît déjà un peu plus long terme, mais c'est quand même quelque chose que tu vas posséder rapidement et Mhm. dont tu vas pouvoir avoir les bénéfices à une échéance plutôt court terme, de manière générale. Ok. Et alors qu'en B2B, ben, le risque est souvent plus élevé. Le prix est souvent plus cher, tu l'as dit. Il peut y avoir une notion d'engagement dans la durée également, on va Ouais. en parler, mais pour certaines prestations ou certains achats en B2B, parlons d'achat de manière générale d'ailleurs, ça peut être plus simple, bah, il peut y avoir une notion d'engagement et bah, donc un facteur risque. Donc si on résume les offres, moi souvent j'aime bien dire que l'offre, elle est aussi là pour rassurer et réduire la perception de risque à s'engager avec un prestataire, a fortiori un prestataire qu'on ne connaît pas encore, avec lequel on n'a pas encore travaillé.
Parce que ça, c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte, c'est que une offre est toujours importante, mais elle est d'autant plus importante quand on n'a encore jamais travaillé avec ce client. Il ne nous connaît pas, il va devoir nous accorder sa confiance. Comment faire pour, bah, être perçu comme la meilleure solution? Donc déjà, des objectifs de l'offre, c'est d'être perçu comme la meilleure option, en tout cas, et aussi l'option la moins risquée. Donc ça, on l'oublie, mais en tout cas, nous, quand on travaille les offres, c'est exactement dans ce sens qu'on les travaille. Ok, très clair pour moi. Donc du coup, quand tu as ça en tête, comment est-ce que tu vas construire ton offre B2B? Moi, ce que j'ai en tête quand on construit une offre, c'est identifier les besoins du client, définir une proposition de valeur, faire une analyse concurrentielle. Mais tu as peut-être une démarche spécifique que tu vas utiliser pour construire ton offre et bien le faire. Parce qu'on le sait, l'offre, ça fait tout. Si l'offre, elle est mal définie, si elle est mal présentée, si elle ne répond pas finalement aux besoins du client, à sa problématique, bah, ça ne vend pas. Alors, la première étape, vraiment ce qu'on ne peut pas faire, hein, on ne peut pas travailler les offres si on n'est pas passé par là, tu l'as un peu dit, c'est de définir son audience cible. À qui je vais vendre? Et finalement, on constate qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se sont précipitées à construire des offres en essayant de les vendre aux mauvaises personnes, enfin, à la mauvaise cible. Donc, il Ok. faut reprendre tout le travail depuis le début. La première étape, c'est de savoir à qui on veut vendre. Ou par rapport à peut-être une technologie qu'on a, quelle va être la population la plus prédisposée à accueillir cette solution technologique. Souvent, si tu es dans un domaine tech, bah, tu vas devoir dire, OK, j'ai cette technologie avec cette application, qui est le plus prédisposé à recevoir cette innovation, si tu veux. Mais si tu es dans un domaine traditionnel, on va dire le conseil en général, eh bien dans ces cas-là, la première étape, c'est toi qui vas définir pour quelle cible, pour quelle tranche de la population B2B sur laquelle tu vas te concentrer, parce que c'est là que tu sais que tu auras par exemple les meilleurs résultats. Ça peut Ok. être ça, par exemple. Tu peux me donner des Alors, critères, par exemple, de la cible, par exemple, qu'il faut absolument vérifier? un seul, ça va être long là. Alors, c'est pas que des critères. Par exemple, dire l'industrie n'est pas une cible. Ça doit toujours être une personne. Ça doit être incarné par une personne. Alors, on peut donner un prénom parce que nous, on utilise la technique des bailleurs persona que tu connais bien. Après, si on veut donner un prénom, on le donne, c'est pas nécessaire. Ce qui est important de savoir, c'est particulièrement quelles sont les motivations, les freins à l'achat, quelles sont les aspirations, au-delà du poste qu'il occupe, au-delà de qui achète, qui paye, qui sont, on va dire, des choses plutôt Ouais, traditionnelles en B2B. Normalement, si tu fais ton étude, tu dois savoir qui décide, qui paye, qui utilise. Ce sont les 3 principaux. Et d'accord. après, pour ces 3 profils, bah, il y a une pondération à mener. Parfois, par exemple, le service achat, il est très, très décideur, et parfois, bah, c'est juste, ils font un petit contrôle, mais c'est pas vraiment eux qui prennent la décision. Par D'accord. contre, ce qui est hyper important, c'est de comprendre la psychologie de l'achat. C'est-à-dire, par exemple, tu vas te dire, qu'est-ce qui va le faire freiner des cas de fer, ou elle, qu'est-ce qui va la faire freiner des cas de fer, qui lui fait des cauchemars la nuit, quelles sont ses ambitions personnelles. Par exemple, tu vas pas vendre à une personne, si tu sais que le décideur c'est plutôt des gens en fin de carrière, bah ça, c'est quelque chose que nous, dans la construction des offres, on va prendre en considération. Ouais, bien vu. Ok. Par rapport aux clients, moi, ce que j'ai juste ajouté, c'est que pour les prestations agences, en affinant un tout petit peu ces derniers mois, on s'est rendu compte finalement on a 3 avatars différents. On a le dirigeant de la boîte, qui est parfois qu'on a au téléphone et qui va être totalement dans le processus de décision, qui va nous écouter quand on présente l'audit, qui va en parler à son équipe, qui va nous poser des questions et qui va approuver l'offre. Mais on a aussi parfois dans certaines boîtes le directeur e-commerce et on va jamais parler au fondateur de la boîte. Ça peut arriver dans des structures qui sont plus, j'allais dire anciennes. Et également le responsable acquisition. Donc on a aussi ça, c'est parfois on a le responsable acquisition qui va nous écouter, que je vais avoir au téléphone, à qui on va présenter un audit et qui ensuite va présenter notre offre à sa direction, qui va ensuite la valider et lui va revenir vers nous. Donc on a vraiment ces 3 personnages-là différents. Et donc c'est vrai que ça peut toujours aider dans le contenu qu'on va créer et dans les offres qu'on va présenter. Du coup, si je prends ton exemple, tu as peut-être une offre, mais tu la présenteras pas de la même manière à chacune de ces 3 personnes. Pas tout à fait. Par exemple, le responsable acquisition et même le directeur e-commerce, on va beaucoup mettre en avant les études de cas. Voilà, C'est un par exemple. exemple. Alors que le fondateur, oui, ok, il va regarder rapidement, mais il n'a pas le temps, il est pressé. Voilà, tout ce qu'il veut savoir, c'est le prix, c'est ce qu'il va en retirer. Il va nous demander sûrement, c'est quoi tes projections en termes de ROS pour les 3 mois, pour les 6 mois, afin de se rassurer un peu. Et on sait que si on fait des projections, même si elles sont jamais vraiment exactes, ça marche, ça peut aider pour rassurer. Mais vraiment, j'ai remarqué que les directeurs e-commerce, responsables acquisition, ils aiment bien voir les études de cas, ils aiment bien voir ce qui a été fait,
ils aiment bien voir notre avis sur d'autres comptes, les réalisations qu'on a pu faire. Bah, ça, c'est pour se rassurer et pour qu'on puisse pas les accuser d'avoir pris la mauvaise décision. C'est ça aussi, C'est tu as pour se raison. Je suis couvrir. entièrement d'accord, ouais. Je suis entièrement d'accord parce que généralement, ils vont comparer plusieurs offres et ça, c'est très rare qu'on a un directeur e-commerce ou un responsable acquisition qui va juste nous voir nous. Généralement, ils vont voir plusieurs. Il y aura toujours un premier call où il va voir si on peut être la bonne agence pour lui. Et puis après, si ça se passe bien, il va nous recontacter, on va faire un audit. Et seulement après l'audit qui est présenté et nos offres qui paraissent cohérentes, enfin en termes de prix, pardon, par rapport à ce qu'il y a chez la concurrence, bah, il va présenter notre offre. Enfin, c'est vraiment le processus que j'ai remarqué quand on fait appel justement aux responsables acquisition et directeurs e-commerce. Et du coup, quand tu présentes ton offre, et ça, je pense que c'est un conseil qu'on peut donner plus largement, eh bien, il faut tenir compte de la personne qui va le lire et mettre les éléments dont la personne va avoir besoin pour prendre sa décision. Et ces éléments ne sont pas les mêmes selon le poste qu'elle occupe dans l'entreprise, selon son ancienneté même, et selon aussi son appétence pour le risque. C'est ça. Donc là, je parle dans le cas où c'est un nouveau prestataire. Ouais, c'est vrai. Donc, la première étape, c'est vraiment de se poser la question à qui je veux vendre, qui sont nos bons clients. Et parfois, bah, c'est pas ceux auxquels on avait pensé au départ. Et c'est pour ça que l'offre se vendait pas. Donc, D'accord. si on peut pas repositionner l'offre, eh ben, au moins on va repositionner la cible. La deuxième étape, nous, qu'on fait juste avant de passer vraiment dans le cœur du sujet sur les offres, c'est d'avoir un travail sur les bénéfices. Ok. Parce qu'une offre, c'est pas juste ton produit ou ton service, c'est une combinaison qui va faire une combinaison de produits ou de services qui va faire opérer une transformation à ton client, le faire passer d'un point A ou à un point B. Et le point B, c'est pas forcément le point culminant le plus haut que tu puisses l'amener, c'est juste Ouais. là où là, il a juste besoin d'aller à court moyen terme. Ok. Donc, lister les bénéfices, ça va être au niveau fonctionnel, concrètement, qu'est-ce que tu vas lui permettre de réaliser. Par exemple, si je prends le cas des Facebook Ads, puisque c'est Oui. celui dont on parlait, tu vas dire, nous, concrètement, on va faire l'étude, on va faire le copywriting, on va faire la créa. Arrête-moi si je dis une bêtise, parce que je voudrais pas te mettre dans une mauvaise posture à Non, pas de dire des souci. choses. Donc ça, c'est du fonctionnel. C'est Ouais, vraiment qu'est-ce d'accord. que tu vas concrètement faire. Et Exact. après, on fait un travail sur les bénéfices qui vont être émotionnels également. Si je travaille avec toi ou si je travaille en prenant une société de conseil en informatique, en cybersécurité, peu importe, eh bien, quels sont les bénéfices émotionnels et sociaux que je vais pouvoir avoir. Donc, là, dans ces cas-là, c'est beaucoup plus psychologique. Ça peut être, je vais être perçu comme cool. Je vais te donner un exemple concret en faisant un jour une étude comme ça pour un client qui est dans les fintech et qui vend un logiciel. On s'est aperçu que, en fait, quand les personnes acheter le logiciel, elles l'achetaient parce qu'elles avaient besoin des fonctionnalités du logiciel, mais elles l'achetaient aussi parce qu'il y avait une notion de coolitude derrière. C'est-à-dire que j'utilise ce logiciel, je suis à la pointe dans mon métier, je suis cool. Donc évidemment que tu peux pas aller directement dire aux gens, en plus vous serez cool, mais déjà dans ta communication, tu peux utiliser ce levier et en plus dans la façon dont tu vas présenter ton offre, tu peux très clairement dire vous serez à la pointe, vous ne prenez pas de risques, c'est vraiment ce que font aujourd'hui les sociétés qui s'équipent avec ce type de logiciel et qui font partie des meilleurs. Voilà. Donc il y a vraiment la notion de bénéfice qui va rentrer en compte et après dans la construction, on rentre vraiment dans la notion de construction de l'offre où on va reprendre tout ça et ajuster tous ces éléments. Et derrière, bien entendu, il y a une composante de tarif, puisque dans une offre, il y a aussi le tarif. Mais ce que n'est pas une offre, c'est qu'une offre, c'est pas un devis. Un devis, c'est pas du tout la même chose. Un devis sont Ouais. des lignes sur un. Voilà, je veux bien que tu compares justement. Excuse-moi, vas-y. Je vais te donner une anecdote d'un accompagnement que j'ai fait il y a quelques mois et au tout début de la première session de travail. Le dirigeant me dit j'ai une cliente très en colère l'autre jour parce qu'elle m'avait demandé une offre commerciale. Donc, il lui avait fait sa démo, il avait tout expliqué. C'était pour du matériel informatique. Et elle était intéressée. Elle lui a dit est-ce que vous pouvez m'envoyer votre proposition commerciale. Donc, lui, tout à sa joie d'avoir une nouvelle demande, il lui a créé le devis avec plein de lignes de devis puisque c'était apparemment une demande un peu importante. Et en fait, la cliente appelle furieuse et lui a dit excusez-moi, mais c'était pour avoir une addition, j'étais capable de le faire moi-même. Ouais, c'est clair, mais c'est trop bien dit parce que c'est vrai que dans un devis, généralement, moi je le fais vraiment quand le client a approuvé l'offre. Il dit OK, cette offre de gestion de campagne avec tous les détails que tu as donnés, copywriting, créa, bénéfices qu'on peut mettre en avant. Ensuite, après, on fait un devis qui va résumer en quelque sorte, en quelques lignes, ce qu'on va faire, donc les fonctionnalités avec un prix. Exactement.
Mais si tu donnes que le prix, alors déjà, le risque quand tu donnes que le prix, c'est que tu annonces direct la mauvaise nouvelle. Voilà. Enfin, C'est le clair. prix, c'est la chose que les gens aiment le moins. Toi, Ouais, moi, les autres. Enfin, si tu es la personne qui achète, voilà, c'est une douleur. Donc, si la personne elle ouvre son mail par exemple et qu'elle voit ça, directement, elle a les pieds refroidis, elle a envie d'enlever tout ça de son écran. Il y a beaucoup trop de zéros, ça va pas. Et aussi, le problème, c'est que le gros risque, c'est que la personne ne comprend pas comment ce qu'elle a en face des yeux, ça va l'aider à résoudre son problème. Donc, il y a un problème c'est de clair. déconnexion aux besoins. C'est clair. Bah moi, quand je présente des offres, généralement, j'essaie aussi de mettre en avant surtout le process. Comment est-ce qu'on va passer du point A au point B? Comment est-ce qu'on travaille sur la créa? Comment est-ce qu'on travaille sur la gestion des campagnes? Quels sont les différents livrables? Quel est le plan? Quelles sont les itérations qu'on va mettre en place? Et donc, moi, personnellement, c'est un peu comme ça que j'articule mes offres. Et quand il y a en tout cas une grosse offre à faire, on a une proposition commerciale qui est déjà un peu toute faite et qu'on va remplir avec les besoins du client, les objectifs, les enjeux, qu'est-ce que nous, on peut apporter. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois en fait quand je construis une offre. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent un peu cette méthodologie de la proposition commerciale, avec à la fin des arguments de réassurance comme tout ce qui est témoignage, avis, études de cas. Et je ne sais pas si toi, c'est ce que tu avais en tête aussi pour parler vraiment de l'offre en elle-même que tu as présentée. Alors, l'offre, dans le support vraiment de Ouais. l'offre, le support de la présentation commerciale, effectivement, je préconise qu'il y ait des éléments de réassurance. Il y a, alors moi j'aime bien parler de parcours émotionnel parce que dans nos propositions commerciales, c'est vraiment comme ça qu'on les construit et je pense que de ce que j'entends, c'est un peu comme ça que tu le fais également. Mhm. Euh, c'est Si tu vas, comme je disais, si tu vas directement au prix, c'est un énorme risque. C'est vrai. Ton client, tu l'as pas vu depuis plusieurs jours potentiellement, il t'a un peu oublié et tu te rappelles à lui en lui parlant d'un prix. C'est pas le meilleur moyen de conclure un deal. C'est C'est clair. pas, comme ça qu'il sera dans des meilleures dispositions. Mais si on ne tient pas compte du prix, moi j'ai tendance, si on l'oublie même, tu vois, j'ai tendance à penser que, c'est même plus que tendance à penser, je suis assez convaincue que si tu as des offres, si tu as bien conçu ton offre, et quand je dis offre, c'est pas forcément proposition commerciale, parce que proposition commerciale, c'est un support C'est vrai. juste Tu qui as raison. récapitule. C'est un Si support. tu as vraiment bien construit ton offre, au moment où tu la présentes, si tu es un dieu qui arrive, tu la présentes même sans support, j'ai envie de te dire. Moi, c'est pas C'est mon chaud. cas, hein. Ouais, c'est chaud. Oui, c'est chaud parce que les personnes ont besoin d'avoir un support visuel pour ça. Mais admettons, si tu la présentes et que sans dire le prix, la personne doit te dire en face, oui, c'est de ça dont j'ai besoin, sans te dire, ok, d'abord, je veux savoir le prix pour savoir si c'est de ça dont j'ai besoin. Le prix, je ne dis pas qu'il doit devenir anecdotique, il fera partie de sa prise de décision. Mais tu dois recevoir la validation comme quoi tu es bien l'option qui répond à son besoin avant que la personne connaisse ton prix. Ouais, je suis d'accord. Parfois, moi, on me demande le prix par téléphone avant même d'avoir fait un audit. Et ça m'arrive de le faire quand vraiment je suis pas trop sûr que c'est un client qu'on pourrait accompagner et qu'ils auraient justement le budget. Et je dis les prix. Et si je vois que ça ne les fait pas fuir, en tout cas, je donne les tranches budgétaires rapidement. Et si je vois que ça ne les fait pas fuir, on continue. Mais parfois, quand j'ai vraiment un client, j'ai vraiment envie de closer l'affaire. Je préfère pas dire les prix tout de suite. Je préfère d'abord présenter l'audit, présenter ensuite une offre super claire et leur présenter un prix vraiment, enfin, une offre personnalisée, pas avec une sorte de grille tarifaire. J'aime pas trop faire ça quand c'est des offres un peu plus importantes où je veux vraiment me démarquer. Alors, je pense que le client qui fuit pas quand tu lui annonces un prix, on va dire un prix de plusieurs milliers d'euros, parce que on est quand même dans des tarifs qui sont Souvent, c'est comme ça, ouais, de l'ordre d'investissement, on va dire, plus que de pour moi. juste un prix. Si c'est un client qui a un niveau de maturité moyen, voire important, il sait Et ce plus que ou moins les c'est prix. le bon prix, donc il va pas s'enfuir. C'est ça. Le risque à donner un prix un peu froidement comme ça, c'est si tu as en face de toi ou au téléphone quelqu'un qui n'a pas un niveau de maturité suffisant pour se rendre compte de la valeur que ça représente. Et donc, il va dire, bah, c'est juste cher. Cher, du coup, on est d'accord, ça veut rien dire parce Ça veut rien que dire. Par rapport à c'est quoi? décorrélé de la prestation et de la valeur que ça peut avoir. Mais je suis d'accord avec toi, ça peut aussi être une technique d'écrémage, de voir qui sont les gens sérieux, des pas sérieux. Ouais, vraiment. Après, moi, j'avoue que j'ai vraiment maintenant, de plus en plus, j'arrive à détecter en quelque sorte à l'avance si les prix vont leur faire peur ou pas, s'ils sont prêts pour être accompagnés pour mettre ces prix-là dans notre prestation. Bah, déjà, le simple fait de me dire je dépense plus de 10 000 euros sur Facebook par mois, ça m'indique tout à fait, enfin, totalement que quand j'ai présenté mon prix pour la gestion des campagnes, ça va pas leur sembler, euh, comment dire, trop élevé parce que déjà, c'est une offre qui est standard sur le marché. Plus ou moins, je le sais, je connais les offres de mes concurrents, donc je sais que c'est standard en termes de prix. Et puis, je sais aussi que maintenant, enfin, en tout cas,
avec les agences, il y a une sorte d'énorme comparaison, c'est-à-dire qu'on va contacter 3-4 agences, on va demander les prix, on va les comparer aussi par rapport à prix. C'est dommage de le dire, mais si on veut éviter d'être comparé par rapport au prix, il faut pouvoir se démarquer d'une façon ou d'une autre en ayant un service ou quelque chose dans le service qui permet vraiment de se différencier. Et ça, c'est pas simple. Ça, c'est pas simple du tout. C'est pas simple, mais c'est là où les offres en fait peuvent intervenir. Oui, c'est vrai. C'est justement, tu disais tout à l'heure, est-ce que une des phases préalables des offres, c'est de faire une étude concurrentielle? Alors, je vais pas dire non, attention, parce que je veux pas être qu'on me comprenne mal, mais il faut pas faire une étude concurrentielle pour se calquer sur ce que font les autres. Voilà, D'accord, c'est vrai. pour Non, moi, c'est c'est ce vrai. qu'il faut vraiment éviter. Après, je suis d'accord que dans certains secteurs, tu as des incontournables. Je veux dire, si demain, je prends ton exemple, tu as décidé d'être une agence spécialiste en Facebook Ads, mais que tu fais, moi, ok, la créa, vous allez voir ailleurs. Bon, tu Voilà. risques de te tirer une balle dans le pied quand même. Tu vois, Oui, juste c'est pour te ça. différencier, c'est pas le bon moyen de se différencier en tout cas. À ce niveau-là, non. Mais vraiment, par rapport à l'analyse concurrentielle, je dis pas que ça doit être la première étape pour construire une offre, mais c'est bien de le faire parce qu'encore récemment, j'ai reçu quelques offres justement de concurrents et j'ai un peu regardé comment est-ce qu'ils vendaient, comment est-ce qu'ils présentaient leur offre et ça m'a quand même fait réaliser certaines choses qu'on mettait pas forcément bien en avant sur les aspects communicationnels, sur les aspects reporting et surtout, je vois aussi que pour certaines agences, le cadre de référence dans l'offre est différent du mien. Par exemple, nous, on va facturer un fixe et parfois même un pourcentage quand on dépasse un certain montant de budget, tandis que l'autre agence facture au TJM. Donc tout de suite, ça m'a fait un peu réfléchir et j'ai un peu questionné d'autres consultants et agences que je connais. Et je leur ai demandé, tiens, toi, tu factures comment encore? Est-ce que c'est du TJM? Est-ce que c'est un fixe? Est-ce que c'est pourcentage? Évidemment, ils me répondaient que c'était pas forcément un TJM. Mais c'était intéressant de voir qu'on a des concurrents qui peuvent avoir des modes de facturation différents et qui vont louer comme étant des modes de facturation plus transparents. Et parce qu'il faut quand même reconnaître que parfois, les clients pour ce type de prestation, vous nous demandez combien de temps tu vas y passer, combien de jours, etc. Et donc peut-être que pour cette agence-là, ça marche bien de présenter comme ça. Peut-être. En tout cas, c'est ce qu'ils ont choisi. Je suppose que s'ils l'ont choisi, c'est que C'est pas pour rien. Ouais. ça leur convient. Non. Enfin, non, je vais même pas en conclure ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui choisissent des business models qui ne leur conviennent pas. Donc, je Ouais, mais peux là, c'est une même plus pas grosse faire. agence. C'est une plus grosse agence. D'accord. Franchement, voilà, ils ont une belle Mais équipe. par contre, ce qui peut être quelque chose que je constate beaucoup, et du coup, je vais te le partager, c'est que quand on fait le travail sur les bénéfices et sur le travail sur la construction de l'offre, je demande Ouais. toujours à mes clients de décortiquer tout, tout ce qu'ils font, vraiment tout ce qu'ils font, et même les choses les plus anodines pour eux. Et je dis, ok, ça c'est. Et souvent, moi, comme je suis un œil extérieur, je dis, mais ça c'est vachement intéressant. Et la réponse que j'ai, c'est, ah, mais ça, tout le monde le fait, c'est pas différenciant. Mais en vrai, parfois, ce que tout le monde fait, ça veut pas dire que tout le monde le dit. Il y a des choses on va dire, il y a des éléments qui peuvent intéresser votre client. Tout le monde, tous vos concurrents le font, mais personne n'en parle. C'est ça. C'est un Or, bon point. voilà, c'est un truc qui va intéresser. Donc, partez du principe que c'est celui qui le dit qu'il est. Ça, c'est un truc que je dis souvent à mes clients. C'est celui qui le dit qu'il l'est, comme à l'école primaire. Donc, peut-être que votre concurrent, il le fait aussi, mais en même temps, il le dit pas. Donc, tant pis pour lui. Si c'est quelque chose qui intéresse vos clients, dites-le à vos clients. Je vais te prendre un exemple. Nous, quand on s'est lancé, on a dit qu'on était la première agence d'externalisation marketing. On avait fait une recherche, personne n'utilisait ce mot. On l'utilise plus aujourd'hui parce qu'on a un peu changé de positionnement, on va dire. Mais au début, on s'était lancé avec ce positionnement et on avait affirmé ça. Et on s'était pris un scud par email d'une autre agence qui disait, mais vous n'êtes pas du tout la première à le faire, on le fait depuis déjà, je sais pas moi, 5 ans. Mais en même temps, Je le disais pas. peut-être, mais elle le disait pas. Tant pis pour elle, j'ai envie de te dire. Bon, on n'a pas du tout changé, on en a même rajouté 10 couches exprès. Ouais. Parce que c'était quelque chose qui était nouveau, ça a beaucoup plu. Donc aujourd'hui, il faut pas imaginer que ce qui vous paraît évident l'est pour le client et que c'est pas parce que tout le monde le fait qu'il faut pas le dire. C'est vrai aussi. Voilà. C'est vrai aussi parce que moi, ça me pose souvent la question comment est-ce que vous fonctionnez, comment ça marche votre service, etc. Et donc, c'est bien de pouvoir détailler tout ce qu'on fait, quelles sont souvent les étapes, est-ce qu'il y en a un qui va avant l'autre. Donc, c'est hyper important de le dire, tu as raison. Tu as autre chose à rajouter sur cette partie-là de la construction des offres, parce que j'ai encore d'autres questions qui sont Non, prêtes. là c'est bon. Ok. À moins qu'il y ait quelque chose qui te manque, mais pour moi là c'est bon. Non, pour moi, c'est clair, c'est vraiment partir du client, puis ensuite réfléchir à comment tu vas ajuster ton offre avec les fonctionnalités, puis après les bénéfices, éventuellement faire une analyse concurrentielle pour voir comment les concurrents Si, je raisonnent. veux bien ajouter Ouais, un truc. vas-y. Je veux bien une chose aussi importante par rapport à la construction des offres, c'est que pour remplir une mission, ou on va dire atteindre un résultat, on peut proposer
plusieurs façons de faire aux clients. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir une seule offre pour atteindre le même objectif selon la structure de l'entreprise ou selon le niveau d'implication que souhaite avoir le client. Alors, je ne dis pas que c'est quelque chose qui doit être adopté par tout le monde, mais avoir plusieurs niveaux d'offres, par exemple, peut être un moyen également de réduire le risque perçu par le client. Bah, ça faisait partie de mes questions. En fait, c'est la question Ah, suivante, pardon. c'était non, mais il n'y a pas de souci. C'est est-ce que tu conseilles d'avoir un seul ou plusieurs packaging? Donc pour moi, les packaging, c'était, je te donne vraiment l'exemple de moi au début. Je me disais, bah, tiens, on pourrait avoir un packaging du genre, on fait que les campagnes, un deuxième avec de la créa et un troisième avec du copywriting et des landing pages. Bon, évidemment, là, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça que je vends, mais il y en a qui fonctionnent par packaging. En tout cas, dans mes concurrents, pas forcément, mais dans d'autres secteurs B2B, ben, il y a des packages différents en fonction de est-ce que tu veux vraiment être accompagné à fond ou est-ce que tu veux être accompagné un tout petit peu? Ouais, c'est ce que nous on a tendance à appeler le mode de livraison. C'est-à-dire que on va t'aider à atteindre le même objectif, mais c'est la manière de l'atteindre et la façon dont tu vas t'impliquer qui va changer. Ouais, Euh, un exemple qui est assez facile à comprendre, c'est pour des formations. Tu peux dire, par exemple, nous, si on prend notre formation LinkedIn, elle existe en e-learning, c'est-à-dire c'est une formation avec des vidéos et des supports, il y a plein de choses, tout le parcours est fait. Donc, c'est quelqu'un qui veut se former à LinkedIn en B2B peut dire, bah, je fais que la formation avec les vidéos. Ou il y a la possibilité également d'avoir 2 heures d'entretien de questions-réponses. Donc, la formation ok. vidéo plus j'ai un accès. Et pour la personne qui est pas sûre d'elle ou pour les entreprises qui veulent former en direct leurs équipes, bah, il y a également la partie distancielle, je vais pas dire présentielle parce qu'on n'en fait pas, mais distancielle. On dit bah non, moi je veux pas des vidéos, je veux que mes équipes elles soient formées directement par un formateur. Donc pour finalement atteindre un même objectif, il y a plusieurs modes de livraison. Ouais, très clair. Tu as d'autres études de cas à partager là-dessus qui pourraient en tout cas résonner avec l'audience qui nous écoute sur des packages standards. Comment est-ce que tu vas jouer? Est-ce qu'il faut. Oui, je Vas-y. peux t'en citer un. Alors, je vais citer le nôtre, nos Ouais, accompagnements marketing. Il y a en général, on va dire que celui qui est le plus pris, c'est un accompagnement qui dure à peu près 2 à 3 mois, qui fait avec des rendez-vous étalés sur 2 à 3 mois. ok. On sait que c'est celui-ci qui correspond le plus à la demande, mais pour les entreprises qui sont pressées, et ça arrive, on est capable de le livrer, de faire la même chose, mais sur 2 jours en immersion, on Ok, s'enferme, on le fait, plus un jour où nous, on va travailler seul dans notre coin pour tout restituer, faire le plan d'action. Alors, c'est pas un jour, 24 heures où on est enfermé, mais on va dire que c'est un jour qui est réparti sur une semaine, mais en une semaine, c'est fini. ok. Donc Donc, rapidité. C'est vrai que j'avais déjà voilà, entendu ça, que tu quand peux tu fais un payer, truc plus rapide, ouais, tu payes plus. Ouais. voilà, donc ça, on peut y penser, on peut y réfléchir et ça peut permettre de closer des deals qui, où il y avait de la friction. Donc, avoir des packaging différents peut réduire la friction au moment de présenter l'offre. Clairement. Bah, on voit, j'allais dire aussi, on le voit beaucoup dans les SaaS, hein. Dans les SaaS, il y a Oui, dans différents packages, des packages qui sont plus gros parce qu'il y a peut-être plus de fonctionnalités ou alors on peut, par exemple, traiter plus de prospects. Si c'est un logiciel qui permet d'avoir des prospects, ben là, on en traite plus 500 avec le premier package, mais 1000 avec le deuxième et 3000 avec le troisième. Donc, il y a ça aussi que je remarque beaucoup pour s'adapter finalement aux besoins du client. Toujours comme ça. c'est un super exemple, les SaaS, et je pense on a beaucoup à s'inspirer des Oui, ouais, SaaS c'est vrai. parce qu'ils ont une manière, comme tout est fait en ligne, ils ont pris l'habitude d'être très exhaustifs sur ce que contiennent leurs offres, C'est par vrai. exemple. Je suis d'accord avec toi. Chose que souvent est un peu bâclée en B2B. On va te dire, ah ben voilà, on va faire ça, ça va faire 2 heures, 2 journées. Alors, nous, on n'est pas tellement partisane, on ne fait pas de la tarification à la journée, mais il y en a qui le font. Et finalement, ben, on ne sait pas trop ce qu'il y a dans la boîte, hein, c'est un peu opaque. Alors que si on regarde les SaaS, en général, ils ont fait un énorme travail. Limite, c'est trop, hein, des fois, t'en peux plus. Tu scrolles, tu scrolles, tu scrolles. T'as l'impression de jamais arriver au bouton C'est vrai, où parfois, il y est-ce en a que je beaucoup. clique. Mais en même temps, ils construisent beaucoup de valeur. C'est C'est-à-dire que tu as clair. l'impression que tu vas en avoir beaucoup pour ce prix-là. Donc, ne pas hésiter à s'inspirer de ces modèles parce que on peut pas recopier forcément, mais par contre, ça peut vraiment aider à mieux expliciter son offre. C'est clair. Mais généralement, dans le SaaS, chaque package, c'est pour une cible un peu différente. Soit pour une personne d'entreprise qui aura besoin de plus d'utilisation, ou soit pour justement la première offre, c'est pour une TPE, la deuxième, c'est pour une PME, et la troisième, c'est pour un grand compte ou une agence, par exemple. Ouais, mais Enfin, tu je peux donne un construire exemple. tes offres de la même manière Oui, c'est vrai, en fonction des en, personas. en B2B, en fonction de tes Mm. personas. Oui. Ouais, top. Une autre question que j'avais sur les offres B2B, mais on y a un peu répondu, c'est comment tu vas présenter l'offre. Donc, tu peux la présenter de plusieurs manières. Pour moi, sur ton site, par téléphone, via une proposition commerciale.
Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus, en tout cas en donnant des conseils pratiques qui peuvent aider l'audience? Alors, je ne suis pas sûre qu'il y ait une règle générale et universelle sur le sujet. Euh, Moi, je ne suis pas du tout partisane de mettre les prix, par exemple, sur un site internet. Entièrement d'accord. Voilà, c'est pas, je le fais pour les formations, c'est tout, parce que il peut pas y avoir de variables particulières. En revanche, pour ce qui sont des prestations de conseil et même d'exécution, c'est-à-dire d'opérationnel, Ouais, moi, je ne les mets pas. En revanche, ok. sur un site internet, ce qui peut être intéressant, c'est de parler des bénéfices de Entièrement quand d'accord, vous ouais. travaillez avec notre entreprise, quels bénéfices vous allez avoir. L'offre en elle-même, euh, ce qui peut être étrange, c'est que la personne peut directement dire OK, c'est pas pour moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, souvent, dans les métiers de conseil, c'est quelque chose qui est très fréquent. C'est qu'on va avoir en face de nous une personne qui va nous dire ses symptômes. Voilà mon problème, ma douleur, et qui va penser que la solution, c'est A. Alors qu'en général, ce qui peut arriver souvent, c'est que toi, tu es l'expert. Alors, j'aime pas trop avoir la posture de l'expert du sachant et que l'autre ne sait rien, mais toi, tu as l'habitude de traiter ces problèmes et tu sais qu'en fait, tu reconnais ces symptômes et la solution, c'est pas A, c'est B. Si la personne a été allée seule sur son site internet et qu'elle s'était fait son auto-diagnostic en regardant tes offres, elle choisirait potentiellement la mauvaise direction, la mauvaise solution. Est-ce que tu me suis? Oui, je t'écoute, je t'écoute. Et je vais te donner un exemple très concret d'un cas qui est arrivé la semaine dernière. J'ai eu au téléphone une entreprise, donc un entrepreneur qui me disait, ben voilà, nous on voudrait lancer des campagnes, donc en B2B d'acquisition, on veut vraiment mettre le paquet et tout, on veut être plus visible. Et je dis bah c'est super, donc on commence à parler, à discuter. Donc il me cache pas qu'il consulte qu'il consulte non pas plusieurs, on va dire 2-3 agences. Et au moment de faire mon offre, en fait, je lui ai dit bah écoutez, au risque d'aller complètement à contresens de ce qu'ont dit les autres, pour moi, aujourd'hui, vous n'avez pas un problème d'acquisition, vous avez un problème de conversion. Parce que, en fait, il en avait des demandes, il y en avait des leads, mais ils ne convertissaient pas. Je dis qu'aujourd'hui, aller actionner le levier des leads, dépenser des milliers d'euros pour finalement pas convertir, c'est brûler de l'argent, c'est le jeter à la poubelle. Donc aujourd'hui, le problème sur lequel on va travailler, c'est justement la conversion. Et d'ailleurs, les offres c'est un levier de conversion. C'est même un énorme levier de conversion. Quand même. Bon, alors la bonne nouvelle, c'est que c'est passé parce qu'il a très bien entendu. Il a très bien entendu le message. C'était pas simple non plus parce que tout le monde est allé dans le sens du client et lui a proposé des campagnes. Et Oui, mais oui, c'est bête, et c'était bête. Et donc ça, c'est finalement une conversation téléphonique où tu as ajusté ton offre en fonction de ce que le client te disait. Après, toi, c'est vrai que c'est c'est-à-dire un que le peu client différent. voulait des campagnes et je lui ai pas vendu Voilà. des campagnes. Et tu l'as pas vendu des campagnes. Parce qu'en Parce effet, que tes prestations sont plus larges et tu peux vendre un peu ce que tu c'est veux en surtout que fonction c'était de. pas ça dont il avait besoin en fait. Tu vois, dans mon Alors, cas, vas-y, je t'en prie. ouais. S'il était allé sur le site internet et que il avait vu qu'effectivement, alors on n'en parle même pas du fait qu'on fait des campagnes sur le site, hein. Ok, Mais si on l'avait mis, il aurait dit bah ok, je vais commander ça, c'est ça que je veux. Alors que d'accord. en fait, c'était pas de ça dont il avait besoin. C'est vrai qu'il peut y avoir des défauts dans le cas où justement tu as des prestations qui sont plus larges comme les tiennes. Prenons peut-être mon exemple pour peut-être situer l'audience. Si tu prends nos prestations d'agence, c'est principalement de la gestion de campagne Facebook et de la créa. Mais en fait, la créa va bien ensemble. On a arrêté de le dissocier et de dire oui, c'est un bonus. Non, c'est dans le service parce que si tu le prends pas, ça marche pas aussi bien que si tu le prends. Et donc, si tu vas sur mon site, généralement, ce que j'essaie de mettre vraiment en avant d'abord, c'est la problématique qu'on va résoudre. Donc, on va jouer sur peut-être des frustrations et sur justement les problématiques que nos cibles elles vont avoir généralement. Et seulement après, on va présenter rapidement le service, les bénéfices, le process et les résultats. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Et seulement après, le call to action, généralement, qui va rediriger vers une offre gratuite qui peut être une session stratégique et ensuite un appel, un audit des campagnes. Tu vois un peu l'idée, c'est vraiment Oui. d'avoir un système en 2 étapes pour présenter mon offre. D'abord, Alors, vas-y, chercher à qualifier en, et ensuite en- présenter en- l'offre. Vas-y. en fait, ce que tu fais, c'est que tu contextualises. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que tu as contextualisé, et je pense que c'est très bien la manière dont tu fais. C'est construit de la même manière sur notre site, sans qu'on détaille pas plus que ça l'offre. On est Mais d'accord. ce qui est bien et ce qui est hyper pertinent, c'est qu'en fait, la personne va comprendre d'elle-même que tu es la solution parce que comme tu as travaillé ton persona, la personne va se reconnaître dans les douleurs et dans
du moins la situation de départ, dans les frustrations qu'elle peut vivre. Et derrière, tu dis, ben voilà, nous, on apporte cette solution à tel problème. Mais tu arrives à corréler, tu as tel problème, nous, on a telle solution. Voilà, Les deux sont parce qu'on pas en a qu'une. dissociés. Parce qu'on en a qu'une, donc du Oui, coup, je suis obligé de mettre cette solution-là. Mais dans ton cas, je comprends totalement que vous n'allez pas forcément trop vous attarder sur la solution parce qu'elle diffère d'un client à l'autre, étant donné que ça dépend de leurs besoins. c'est pour ça que je te disais qu'il n'y a pas de règle universelle sur C'est vrai. qu'est-ce que je dois mettre sur mon site internet. Mais en l'occurrence, toi, je pense que c'est beaucoup mieux. Sinon, tu aurais plein de curieux qui te poseraient Voilà, 1000 questions. voilà. Non, c'est vraiment ça. C'est vraiment Mais ça. oui, Donc, et ça te polluerait trop, en fait. ça serait compliqué, c'est clair. Et puis, il y a la proposition commerciale que je trouve vraiment intéressante, c'est d'avoir un petit template. Je sais pas si c'est quelque chose que tu conseilles à tes clients, d'avoir une sorte de template de proposition commerciale, parce que Ah, ça peut bien aider quand on doit présenter une offre, généralement, allez, plusieurs milliers d'euros. C'est important d'en avoir une pour moi. Et surtout quand il y a de la concurrence. c'est pas important, c'est obligatoire. C'est Moi, je obligatoire, suis ouais. beaucoup, Ok. beaucoup plus intolérante que toi sur le sujet. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est hyper essentiel parce que pour le coup, ça devient même un élément du branding de l'entreprise. Ouais, C'est-à-dire que si c'est bien fait, ça doit reprendre tous les éléments de langage de l'entreprise, son identité visuelle. Alors ça va de soi c'est hein, vrai, qu'il t'as y a raison. l'identité visuelle. Et puis, on sait qu'on va limite vivre une expérience quand on va écouter la proposition commerciale. Alors, écouter, c'est pas une lecture qui doit être faite, hein, bien entendu, mais ça demande beaucoup d'entraînement. D'ailleurs, c'est pas quelque chose qui Oh est oui. si simple que. Ouais, voilà, tu me rejoins. Ah, quand même, ouais. C'est quand même de l'entraînement pour se l'approprier, pour l'améliorer à chaque fois. Mais là encore, la proposition commerciale, elle est faite pour recontextualiser, pour recréer un lien avec son client qu'on n'a pas vu depuis quelques jours, potentiellement quelques semaines. Alors, j'ai dit client, mais c'est plutôt prospect, Respect, d'ailleurs, ouais. puisque c'est plutôt, il n'est pas encore devenu client. Et donc là, ça va être de le reconnecter à ses émotions, à son besoin, au fait que vous êtes la meilleure solution. Pourquoi le risque il est minimum? Donc là, tu l'as dit tout à l'heure avec les éléments de réassurance, Ouais, hyper important. éventuellement les témoignages, pour qu'à la fin, j'ai envie de te dire, même avant la slide sur le prix, la personne, elle est intérieurement dit oui. Alors pas Ouais, à toi évidemment, parce que voilà, je mais suis que d'accord avec toi. voilà, qu'elle se soit déjà donnée la validation à elle-même. Et j'aimerais rajouter une dernière chose, on n'a pas beaucoup parlé, parce que c'est très américain, mais il y a des Américains qui conseillaient, à l'époque quand je me renseignais sur la construction des offres, d'avoir une garantie. Et il y a des trucs du genre, si vous n'avez pas les résultats dans les 3 mois, je sais pas quoi, on vous rembourse ou des trucs comme ça. C'est peut-être un peu risqué, mais c'est bien d'avoir quelques garanties. Et moi, j'ai mis de ça dans mes propositions commerciales, d'avoir des garanties. On s'engage à vous faire ceci, cela, etc. Comme ça permet au client d'être rassuré. Et je voulais quand même le préciser, parce que, encore une fois, les garanties, ça rassure. Bon, je dis pas qu'il faut non plus rembourser si ça marche Si pas. c'est quelque chose qui est possible dans son Oui, business, oui, de mettre vraiment, des oui. garanties, franchement, Oui, oui. oui, c'est possible. Après, il faut pas que ça devienne un élément de suspicion, du Oui, style comment il peut garantir ça. ça se fait pas trop, mais c'est bien d'avoir quelques Bah, garanties je sais, sympas sur le fonctionnement. je suis, Pas voilà, sur le résultat, j'ai pas d'avis. Alors moi, sur le résultat, c'est un truc, c'est pas que je veux pas impossible. m'engager, c'est que je peux pas. Non, C'est on peut que pas, ouais, si on peut après tu pas. as des mauvais commerciaux, je fais comment? Non, on peut pas, je Je suis vais les d'accord. taper. Non, on peut Donc, pas. mais par contre, on peut s'engager sur des livrables. Et ça, c'est quelque chose sur lequel Voilà, je travaille beaucoup, c'est ça, d'expliquer bah, les gens, travailler sur des livrables, dites-leur qu'ils vont avoir quelque chose à la fin. c'est Surtout ça. quand tu vends de la Dans prestation intellectuelle. dans la proposition commerciale, pour moi, les livrables, c'est indispensable de les mettre avec un timing et pardon, j'allais dire un budget aussi qui est prévisionnel. C'est hyper important pour moi. Absolument. Mm. Ok. Bon, pour moi, c'est clair. On a bien avancé et du coup, maintenant, on va passer à la partie du prix. Et c'est finalement comment est-ce que tu vas définir le juste prix de l'offre. Pourquoi juste? Parce que si tu factures trop cher, le client va trouver que c'est trop cher, il va aller ailleurs. Et si tu factures pas assez cher, en fait, ta valeur perçue est plus basse et il pourrait aller ailleurs parce qu'il se dit, ouais, en fait, celui-là, il n'a pas d'expertise ou c'est pas pour moi ou c'est. Je sais pas, ça décrédibilise un peu d'avoir une offre peu chère, on le sait. Ah, ça, c'est Qu'en clair. penses-tu? Mm. Non, ça, tu as tout à fait raison. Après, il faut quand même se rappeler une chose, si on connaît bien sa cible, il faut accepter qu'on sera trop cher, toujours trop cher pour certaines personnes, C'est et vrai. potentiellement, pas qu'on sera pas assez cher pour d'autres, mais c'est-à-dire que ça ne vaudra pas le prix. Si on est trop cher, mais qu'après on vend pas, on délivre pas cette valeur, eh ben, si on veut vendre plus cher, il vaut mieux ajouter de la valeur que augmenter le prix parce que ça n'a pas de sens. Donc il faut se fixer quelque chose qui est, on va dire, un tarif qui est réaliste par rapport à la cible qu'on vise. Par exemple, je dis souvent à mes clients, je vais travailler sur des plans marketing. Je sais que vous n'êtes pas L'Oréal, donc on n'aura pas des plans marketing à 3 millions d'euros.
je le sais, et des budgets marketing à 3 millions d'euros. Mmh. Donc, de la même manière, quand on fait ces tarifs, eh bien, il faut bien avoir en tête son persona et les entreprises auxquelles on s'adresse, et donc avoir une jauge par rapport à ça. Ce qu'on peut faire, et ce qui se fait très communément en B2B, c'est par rapport à la taille des entreprises avec lesquelles on travaille, parce que parfois, plus l'entreprise est grande et plus potentiellement, un, ça va représenter du travail, et deux, ça va avoir de l'impact pour l'entreprise, eh bien, on peut moduler ces tarifs, avoir des tarifs qui varient C'est selon vrai. la taille de l'entreprise. C'est quelque chose il est tout à fait possible de faire. Et après, on en revient à ce qu'on disait juste un peu avant, on peut avoir des niveaux de prix, c'est-à-dire créer des packagings différents, de façon à avoir des offres plus légères en termes de prix, mais plus légères en termes de prestations aussi. Par exemple, j'ai envie de te dire, si dans ton cas, si ton client il a un service, une personne qui est hyper forte en copywriting, je prends ton cas, et il me dit bah moi j'ai quelqu'un qui est capable de le faire, tu peux dire bah ok, dans ces cas-là, vous nous l'envoyez, mais c'est moi qui valide. Et si ça me va pas, et ben vous le refaites. On peut imaginer ça. Donc Oui, comme c'est le client qui prend à sa charge cette partie, tu peux alléger une partie de ton budget. je suis entièrement d'accord. C'est pour ça qu'il faut avoir des offres, je sais plus comment à tiroir, avec des tiroirs, je sais plus Alors comment on dit ça. c'est Mais... différent de la tiroir. Moi Ah, je ok, suis d'accord. contre les offres à tiroir en B2B. Ok, d'accord. C'est plutôt des formules. Des C'est-à-dire, formules, pardon, ouais. Ouais. pour moi, c'est plutôt des offres, des formules, De- mais ils peuvent pas dire une offre à tiroir, c'est une offre où le client te dit bah moi je m'en fiche, on fait pas de copywriting. Alors Oui, que je vois ce que tu veux dire. c'est toi qui dis non, on peut pas. D'ailleurs, tu l'as dit tout à l'heure pour la De la créa, créa, ouais. voilà. Bon, Mais ça, tu pourrais inventer une offre où tu dis OK, vous avez un service, vous voulez le faire vous-même, OK. Par contre, c'est mon équipe et moi-même qui décidons des critères de qualité, et tant que ça n'a pas atteint nos critères de qualité, eh ben ça passera pas, on vous validera pas vous faites de la prévalidation avant Facebook, si tu veux. ouais, je vois. Voilà. Alors, je précise quand même qu'aujourd'hui, il y a quand même des prestations qu'on signe où on ne veut pas forcément la créa, mais voilà, on essaie vraiment de mettre en avant cette offre-là en premier et de la pousser le plus possible en montrant tous les bénéfices. Et si vraiment l'entreprise nous dit, OK, on sait le faire nous-mêmes, on a vraiment les ressources, on dit, voilà, vous êtes sûr que vous saurez produire le contenu suffisamment 2 fois sur le mois et comment dire, suivre nos recommandations, oui, oui, on est OK. Alors, dans ce cas-là, il y a juste la partie media only, comme on aime l'appeler, et ils ne prennent pas la partie média plus créa. Donc, j'ai un peu finalement, maintenant que j'y pense, j'ai finalement des formules comme toi, Tu sauf vois? que c'est même vendu différemment en termes de pricing. Tu vois, ça se fait un peu différemment. Je ne peux pas en dire beaucoup plus ici. Et j'allais dire, par rapport à une dernière chose, par rapport au prix, tu disais, voilà, tu adaptes ton prix selon la taille de l'entreprise. En réalité, nous, on le fait aussi parce que plus l'entreprise est grande, plus elle met du budget sur Facebook et donc plus notre commission, notre frais d'agence Exactement. augmente. Je vais te prendre un autre exemple. Après, tu peux créer des nouvelles offres parce que tu as des opportunités, que tu te rends compte que ça répond à un besoin. Il y a quelques mois, on s'est rendu compte que certaines entreprises avec lesquelles on travaillait avaient des alternants en marketing. Ouais, Et il dit mais moi j'ai un alternant, est-ce que je peux pas, mais j'ai pas le temps de m'en occuper, mais c'est une ressource en interne. Donc on a créé une offre plutôt que de nous-mêmes faire l'opérationnel en fait, où on pilote alors je sais pas joli ce que je vais dire, mais on pilote leurs ressources. C'est-à-dire qu'on va se substituer à leur manager. Alors pas en termes de management, mais au niveau fonctionnel, hein, je vais dire. Et donc, on va piloter cette ressource, lui dire ce qu'elle doit faire, valider son travail. Et par contre, c'est cette personne qui exécute. Donc, de cette manière-là, eh bien, au lieu de le faire exécuter par notre agence, sur des tâches, alors je vais pas dire à faible valeur ajoutée, mais qui sont moins techniques, on forme la personne et on contrôle son travail. je vois. C'est une offre qui a été créée pour ça. Voilà, en fait, tu as beaucoup, beaucoup d'offres parce que tu as tellement des clients qui peuvent être différents en termes de taille et au niveau des ressources qu'ils ont que tu es obligé de t'adapter. Hein. C'est pas Alors, simple. on a des offres, ce qu'on appelle des offres cœur, les cores, si tu veux, en anglais. Et Ok, après, ouais, elles peuvent être packagées différemment. ok, d'accord. Franchement, c'est intéressant. C'est intéressant. Je sais pas si on aura peut-être le temps de revenir dessus, mais si tu as une sorte sur le site où on peut voir un peu ces différentes offres, ou en tout cas comprendre, ça serait intéressant de voir un peu comment vous avez mis en place votre système d'offres. Mais ça faisait justement partie de mes questions avec la cartographie des offres, pardon, des offres B2B. Mais avant d'y venir, parlons peut-être des contrats, parce qu'en B2B, il y a des contrats. Hein. Généralement, on s'engage sur 1 mois, deux Il vaut mois, mieux. 3 mois, 1 an. Et en fait, moi, j'ai un avis là-dessus, c'est qu'avant, je me disais, OK, on fait que des contrats d'1 mois, comme ça met pas trop la pression et le client peut arrêter quand il veut. Puis après, je dis, on fait des contrats d'1 mois renouvelables avec préavis d'1 mois. Donc, c'est plus ou moins ce qui est actuel. Et maintenant, je me dis carrément, dès qu'on accueille un nouveau client, c'est minimum contrat de 3 mois parce qu'il faut du temps avant d'avoir des résultats. Le temps de mettre en route le tout, ça prend plusieurs semaines. Et donc, s'engager sur 1 ou 2 mois, c'est trop peu. Il nous faut au moins 3 mois de période
de premier engagement et puis après on passe sur du contrat renouvelable. C'est quoi ta position là-dessus? Est-ce que tu considères qu'il faut directement s'engager sur des contrats plus longs ou est-ce que tu es plus d'accord dans un monde justement où il y a peut-être beaucoup plus d'acteurs d'être plus flexible? Alors, je pense que la première chose qu'il faut prendre en considération, c'est les investissements qui sont nécessaires par l'entreprise à partir du moment où elle signe un nouveau client. Dans des, je sais pas moi, des SS2I ou dans certains types d'entreprises, limite quand ils signent un nouveau client, c'est presque un recrutement qu'ils doivent faire. Donc, tu peux C'est pas vrai. t'amuser à dire ok, un mois et puis on verra s'il fait jour demain ou dans un mois. Non, c'est pas ça, c'est pas quelque chose de possible. De la même manière, si tu as des investissements matériels à faire pour délivrer la prestation, eh bien, il faut absolument en tenir compte. Donc là, il n'y a pas de règle absolue. En revanche, si on est sur des métiers qui sont vraiment de la pure prestation intellectuelle, où il n'y a pas ces considérations que je viens d'avoir, tu sais, toi, tu es l'expert, tu sais qu'en moins de 3 mois, tu ne peux pas avoir de résultat. Ouais. Ça, si tu le dis à ton client, aujourd'hui, l'engagement minimum, c'est 3 mois, parce que de toute façon, vous n'aurez pas de résultat avec moi ou avec un autre en moins de 3 mois. Parce que s'il y a quelqu'un qui vous dit qu'il est capable, c'est un menteur. Tu peux le dire, tu l'écris Oui, pas, mais c'est tu peux le clair. dire. Bah, en fait, tu fais un pas de géant en termes de crédibilité. Non, c'est clair. Bah, Faut se franchement, méfier des gens qui te disent en, qu'en 2 semaines, ils ont des résultats, quoi. en un mois, c'est rare. Vraiment, ça prend la moyenne, c'est 2-3 mois. La moyenne, c'est vraiment 2-3 mois avant de vraiment voir une amélioration significative dans le coût par action, à moins que ce soit un compte qui soit géré n'importe comment. Et même ça, la machine prend du temps, même si c'est géré n'importe comment et que tu restructures le tout et que tu remets des nouvelles pubs, ça prend du temps. Ça prend du temps, ça Ah, se fait bien pas en sûr. un jour. Mais quand tu t'inscris à une salle de sport, est-ce qu'il y a un seul coach qui vient te dire dans un Non, c'est ça. mois, voilà, ouais. Et Et sinon, il est pas sérieux non plus. mais- Donc, ouais, si c'est toi qui dis il me faut 3 mois et après, de toute façon, en 3 mois, tu as 3 mois, le client va être satisfait. Enfin, ou alors, ça peut arriver qu'un client ne soit pas satisfait, on ne peut pas faire du 100%. Et donc, par lui-même, un client satisfait reste. Donc, au-delà de ces 3 mois, j'ai envie de te dire, soit tu dis c'est 3 mois par tranche de 3 mois. Moi, je suis de l'école où je ne veux pas retenir des clients qui ne sont pas satisfaits. pareil. Donc, j'ai la même démarche que toi. J'explique aux gens, je dis, OK, si on commence à démarrer ensemble sur des campagnes, par exemple, peu importe ce que ça peut être, du LinkedIn, du cold emailing, peu importe. Je dis, bon, voilà, il y a une durée incompressible déjà de mise en place. Et puis après, pour obtenir des retours, il y a aussi un petit peu de durée. Et donc, de toute façon, les efforts, c'est quelque chose qui doivent être fait dans la durée. Faire du stop and go, c'est quand même ce qu'il y a de pire en marketing. Enfin, je pense que dans ton Je crois métier qu'on aussi, ouais. c'est que tu disparais des radars. Un jour, on te voit, un jour, on ne te voit plus. C'est pas le bon message, en Non, tout cas, c'est pas ça, le bon c'est certain. message. Non, c'est clair. Donc, si tu fais bien ton job, les clients, ils restent. Ouais, D'accord? c'est ça. Donc c'est pour ça que c'était là mon point, c'est qu'il ne faut pas forcément chercher à absolument le closer sur des contrats d'un an, comme on peut le voir Non. sur des agences à l'ancienne. Si on les signe pendant un an, on les garde, et même s'ils sont pas contents, ils sont obligés de rester pendant 6 mois. J'ai déjà eu le cas. Une entreprise plus traditionnelle, un peu moins le type d'NVB qu'on a habituellement, ils étaient coincés pendant. Ils ont commencé avec nous, ils devaient encore payer leur ancienne agence parce que C'est horrible. ils n'avaient pas fini le contrat. Donc c'est un peu triste pour eux, je suis désolé. Mais voilà, nous, c'est comme je te dis, c'est un contrat de 3 mois et c'est déjà arrivé que voilà, en cours de route, on arrête parce que ça se passe pas très bien et peu importe. Ah mais bien En tout sûr, mais cas, peu ça peut importe. Moi, mais je suis libre. il faut aussi se dire que c'est pas ça te protège aussi toi, Ça te protège parce que aussi, si c'est tu te clair. retrouves pieds poings liés avec un client qui est horrible, parce que bon C'est pour ça ça que arrive je dis aussi, ça. Non, c'est pour ça que je dis ça, voilà. vraiment. Mais après je vais dire un truc, nous notre plus ancien client, ça fait 10 ans qu'il est avec nous. Il Trop peut bien. s'en aller quand il veut. C'est trop bien, ouais, c'est ça. Mais c'est ce que je dis, c'est qu'après, moi, c'est des contrats d'un mois renouvelables. Je trouve que c'est une super formule parce que c'est renouvelable. On s'en rend pas trop la tête. Le contrat a été signé une fois, on le re-signe pas tous les mois. Il y a un préavis qui nous protège. Ça, je pense, c'est intéressant de le dire. C'est ayez des préavis et respectez-les. Respectez-les. Oui. Surtout quand vraiment c'est le client qui te dit du jour au lendemain, je veux partir. Quand ça se passe vraiment mal, bon, là, on peut trouver des solutions. Et voilà, moi, en tout cas, c'était le point que je voulais voir avec toi, mais je pense qu'on a le même avis. Non. Par Voilà. contre, ce qu'on peut faire, moi avec un nouveau client ou quelqu'un avec lequel on n'est pas sûr, c'est faire payer à l'avance, en revanche. Si Alors, on ça, parle c'est aussi intéressant. Vas-y. Oui, alors je sais que ça choque parfois, mais pour moi, les acomptes sont nécessaires. C'est quelque chose qui est nécessaire pour s'engager, pour engager l'entreprise à délivrer et pour engager le client à payer, tout simplement, aussi à s'engager dans Ok. la relation client.
Et si tu es sur un système, alors toi tu parles de mensualité, Ouais. et ben tu peux dire tu payes en début de mois. C'est pas forcément quelque chose qui Ouais, choque. voilà, j'ai une longue histoire là-dessus, mais on l'a déjà fait, il y a 2 ans. On avait testé cette fameuse facturation, je sais plus comment on dit ça encore, par anticipation. Ça a pas trop marché, c'est-à-dire les clients ont dit: «Ouais, pourquoi je dois payer avant et tout?» Non, nous on facture à la fin du mois, rassurez-vous et Non mais je pour le demande même pas premier mois, d'acompte. pour le Pour le premier, premier ouais, mois. c'est vrai que pour le premier mois, normalement, il faut le faire. Mais j'avoue que moi, je le fais pas, je me prends pas trop la tête. Mais on a déjà eu des cas où il fallait attendre quelques Ah non, mais semaines. je dis pas qu'il faut le faire, mais Non, c'est c'est vrai quelque que c'est chose intéressant, qui je suis peut être d'accord. fait en tout cas. Oui, je pense pour le premier mois, non, vraiment, si on veut être rassuré, c'est bien de facturer d'abord. Et puis après, l'entreprise reçoit à chaque fin de mois la facture. Donc dans ce cas-là, si c'est le premier mois, elle la reçoit au début, elle la paye. Et puis après, 2 mois plus tard, donc à la fin Voilà, du bah, ça deuxième c'est ce mois, que nous on fait. ouais, c'est vrai que je suis d'accord avec Nous on toi. fait C'est comme un ça. truc que j'aimerais bien peut-être refaire. Mais pas sur le long terme. Pas genre, il y en a En qui font par en revanche anticipation, ça marche pas trop ça. en revanche sur des missions, pour moi l'acompte c'est pas quelque chose qui se négocie et je pense qu'en tant qu'entreprise dans la prestation de services ou peu importe, d'ailleurs c'est encore pire quand tu as de l'achat de matériel, ne pas Ouais, demander des acomptes, alors c'est pas mon domaine voilà. ultime, mais ça peut vraiment, vraiment mettre à mal la trésorerie de l'entreprise et j'ai vu beaucoup trop d'entreprises se casser les dents parce qu'elles osaient pas demander des acomptes, en fait. C'est vrai aussi. Non, vraiment, je comprends. Et il y a des situations où il faut les demander. Moi, je ne les demande pas pour, en tout cas, les prestations agence. Pour les prestations de conseil, vu que c'est du one shot généralement, là, je demande carrément de payer à l'avance. La presta, si vraiment on paye à l'avance et ils veulent pas, bah, alors on paye au moins la moitié, donc un acompte. Mais oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que moi, je réalise pas parce que niveau trésorerie, bah, finalement, entre une prestation, ça ne va rien changer. On va pas forcément avoir des nouveaux bureaux au côté de 3 personnes. Donc voilà. Mais c'est pas comme ça pour tout le monde. C'est pas comme ça pour tout le monde. C'est pas comme ça pour tout le monde. En B2B, c'est pas du tout comme ça. Je sais que les contrats consignes, ils sont tout petits par rapport à ceux de certaines boîtes qui vont signer des très gros contrats. Donc, c'est clair que c'est différent. Allez, du coup, j'ai une dernière question. Ben, c'était justement la fameuse cartographie des offres en B2B. Donc, c'est finalement de suivre une logique d'échelle de valeur et donc d'avoir des offres qui vont progresser au fur et à mesure qu'on accompagne nos clients. Et comme tu disais, tu peux avoir des offres cœur, mais avoir des offres aussi annexes pour accompagner les clients selon leurs besoins qui peuvent être un peu différents de ceux que tu vois habituellement. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Bah, quand on pense à un client, on le disait tout à l'heure que ton offre, elle est faite pour le transformer, l'amener d'un point A à un point B, à Ouais, résoudre un problème. Mais, une fois qu'il atteint le point B, potentiellement, tu es en mesure de le faire atteindre le point C dans son parcours, c'est vrai. dans ses besoins. Et donc la cartographie des offres pour nous, c'est essentiel pour toujours avoir à l'esprit qu'est-ce que tu peux vendre après, mais pas vendre pour vendre bêtement. Qu'est-ce que tu peux vendre pour aider encore mieux ton client et on va dire quelque chose qui fait partie de tes compétences et de ce que tu as envie de lui apporter. Parce Oui, qu'il faut distinguer ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on sait faire. Mais dans une entreprise, eh bien, on peut se dire que on prend un client à un instant T, on va l'aider à résoudre un premier problème, et puis ensuite, on va continuer de l'aider. Je vais prendre un exemple parce que c'est peut-être plus simple. Si je suis une entreprise dans le conseil RH, par exemple, eh bien, je peux aider les entreprises à trouver le bon talent par exemple, c'est une première mission. ouais, Je peux aider, l'entreprise à gérer l'onboarding, c'est-à-dire, bah, la période pour que la personne, elle reste et elle soit contente de l'entreprise et puis je peux, l'aider ensuite à évoluer, à apporter on va dire, à former les managers, à coacher des équipes. Donc une fois qu'on a mis le pied dans l'entreprise, qu'est-ce que je peux faire encore pour l'aider, mais qui font partie, bien sûr, de mon savoir-faire et de mes compétences? ouais, Et en mettant tout ça à plat, et quand je dis cartographier, c'est que ça ressemble vraiment à une carte. Ça permet de créer des opportunités de revente parce qu'on sait qu'il y a des timings particuliers, on sait que dans le cycle de vie d'un client, il va y avoir des moments et donc après, au bon moment, on pourra aller lui parler d'une nouvelle offre. ouais. Moi, je C'est vois pour ça que trop. voilà, Vas-y. toi ça s'adapte, j'imagine, Un tout petit potentiellement? peu, mais pour plus tard, parce que bah, là, on a finalement une entreprise, enfin, on a un service qui est très standard. On a, on va dire, deux grands services, gestion de campagne et créa, même si les deux sont intégrés. Mais c'est vrai que plus tard, j'imagine très bien qu'on pourrait d'abord faire des audits pour voir un peu la situation de l'entreprise sur le marché, quels sont les canaux de marketing qu'elle utilise, puis après peut-être faire une deuxième prestation qui est bah, de restructurer toute l'acquisition et de voir quels sont les canaux les plus rentables. Ensuite, de faire de l'optimisation. On pourrait également faire du tracking parce que on se rend compte que tout n'est pas bien traqué. Mais je vois l'idée finalement. Je vois l'idée qu'en fonction de là où est le client, on lui propose différentes prestations et différentes offres.
Et pourquoi c'est intéressant? Alors voilà, je suis ravie que du coup, tu vois, ça t'évoque Ça me déjà parle, ta ouais. propre cartographie. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, les investissements, tu parlais d'acquisition il y a 2 secondes, les investissements que tu auras fait au départ pour acquérir ton client, parce que même si tu fais pas des campagnes à plusieurs millions, c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est Ah, clairement. potentiellement quand même de l'argent, hein, pour de Prospecter. l'acquisition, pour prospecter. Tu vas pouvoir beaucoup mieux le rentabiliser dans le temps plutôt que de vendre une fois ou de revendre 2 fois la même prestation ou d'attendre qu'il y ait une opportunité de revendre de la même prestation. Dis-toi que pour des personnes qui vendent du matériel, par exemple informatique, ils vont pas en vendre tous les jours. Une fois qu'ils ont acheté un parc informatique, ils vont pas en racheter, Ouais, la semaine d'après. Donc il faut créer d'autres moments où on va pouvoir servir l'entreprise et c'est comme ça qu'on va créer de la fidélisation et augmenter la valeur. Alors les Anglais ils appellent ça la lifetime value du client. ouais, Ça, c'est un truc qu'on fait souvent sur les applications, mais ça marche en B2B aussi. c'est Ça, clair. c'est quelque chose qui est souvent une révélation pour nos clients, en fait. Non, mais c'est ça, pour moi, c'est hyper important de penser comme ça et de se dire, OK, j'ai peut-être une offre récurrente, donc une offre à abonnement, pour moi, c'est hyper clé pour avoir de la rétention. Tout le monde aime bien les abonnements. Et puis après, des upsells et des cross-sells, donc des trucs qui vont bien avec la première offre. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses et j'imagine ça plus tard. C'est d'avoir plein d'opportunités d'upsell sur des prestations qui sont plus grosses parce qu'on investit plus, parce qu'on fait peut-être plus de créa, et des cross-sells pour des prestations qui sont annexes comme du tracking, de l'optimisation des conversions et d'autres choses encore auxquelles j'ai pas forcément pensé. Mais tu vas y penser, hein. Ouais, j'espère. Mais moi, Ça c'est va comme venir. ça. C'est vraiment comme ça que je vois les choses. Mais voilà, ça, on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais c'est bien de se spécialiser au départ, avoir une offre de niche, et puis après, voilà, créer des offres, les cartographier, les faire fonctionner ensemble, et il faut qu'il y ait une logique dans tout ça. Mais parfois, tu peux créer une offre qui existait déjà, mais que tu n'avais pas formalisée. C'est vrai. Par exemple, le travail qu'on fait sur tout l'accompagnement stratégique, plus ou moins, on le faisait déjà avant avec les clients qu'on accompagnait par des abonnements sur l'opérationnel. Ouais, Mais on s'est rendu compte que finalement, eh bien, en fait, on n'arrivait pas à le valoriser parce que comme il y avait tout à faire, si on voulait bien faire notre travail, on était obligé de le faire, mais finalement, on ne le facturait pas. Donc, c'est pénible parce que tu faisais un gros travail, mais c'est tu ne le vrai. facturais pas. Donc, finalement, on l'a sorti, on a créé une offre que pour ça, ce qui nous permet aujourd'hui que les clients aient les bonnes fondations marketing, c'est du solide, pour ensuite pouvoir dérouler et être dans l'opérationnel, mais Mais efficacement. Mais écoute, je pense à faire la même chose avec mes audits. J'ai vraiment envie de les rendre. Enfin, j'ai envie de vraiment. Voilà, ils sont gratuits. Je vais être tout à fait honnête avec ceux qui écoutent quand on a vraiment une opportunité de travailler ensemble. Mais je pense tout doucement à faire des audits payants, plus complets peut-être, plus détaillés, et utiliser ça comme point d'entrée avant de travailler ensemble. Bref, je m'arrête là. Super idée. En tout cas, c'était une conversation super intéressante sur les offres B2B, parce que déjà, je n'ai pas juste posé des questions, j'ai aussi pu rebondir. Je pense que tu avais des très bonnes idées et ça m'a donné aussi des idées pour mon business, surtout à la fin avec la cartographie. C'est des trucs auxquels il faut penser, pas forcément pour maintenant, mais peut-être pour plus tard. Et je trouve vraiment que s'il faut retenir quelque chose, c'est que il faut avoir une bonne offre pour convertir, mais surtout avoir tout un écosystème derrière quand on a converti une première fois pour continuer à accompagner nos clients sur le long terme si vraiment on souhaite les aider à se développer. Voilà, Sandy, donc du coup, je te propose de passer aux questions de la fin. Donc, c'est souvent très rapide parce que c'est des questions un peu tac au tac. Et la première, c'est est-ce que tu as un livre, un podcast ou une chaîne YouTube que tu recommanderais à nos auditeurs? Alors, je vais te dire un livre et une chaîne de podcast. Alors, moi, je suis une grande fan de Comment se faire des amis de Dale Carnegie, qui est un très vieux livre de 1936, mais pour moi, c'est une bible du marketing. Il a tout résumé dans ce livre sur les techniques d'influence. Donc, c'est un livre qui m'a rapporté plusieurs milliers d'euros d'ailleurs. Tu vois, Ah, je vais être très honnête. C'est vraiment un livre que je recommande à tout le monde. voilà, un petit sourire et aussi, il faut aussi retenir le nom de la personne. Moi, je l'ai lu aussi, il est trop bien ce livre et je l'ai lu 2, 3 fois. Et j'ai un petit résumé, parfois je reviens dessus, donc c'est un très bon livre. Ouais. Et le podcast, moi j'aime beaucoup le podcast de Caroline Mignot dont on a parlé au début, qui est aussi un podcast marketing. Donc tu Il te est dis, lourd, hein. Ouais, ouais. tu me dis elle est folle la fille, mais non en fait j'invite vraiment les personnes qui s'intéressent au marketing au sens large à écouter ce podcast que je trouve qu'elle fait un travail de démocratisation énorme. Donc, Marketing Square, hein, pour ceux qui écoutent, c'est Marketing Marketing Square, Square. pardon, du coup j'avais oublié le nom. Pas de Marketing souci. Square. Ok. Autre chose à rajouter avant que je passe à la prochaine question? Je regarde pas beaucoup de chaînes YouTube, donc j'ai pas C'est vrai? forcément. Non. Moi, en ce moment, je suis vraiment beaucoup sur YouTube. J'écoute des podcasts, mais ça reste vraiment peut-être 20, 30 minutes sur ma journée. C'est pas que j'en écoute moins, mais j'ai un peu ma liste de favoris. Et parfois, j'en enregistre et je me dis, bon, là, je suis dans un train un jour, j'ai écouté J'ai un un, podcast. j'ai un Ouais, podcast que j'adore, mais qui est absolument pas lié au marketing, qui s'appelle Neurosapiens. ouais, Parce que c'est intéressant.
Ah, il est génial. C'est un podcast sur les neurosciences, sur tout ce qui est neurosciences et c'est toujours lié à l'homme. C'est un petit bijou, vraiment, je recommande. Ouais, franchement, merci de le partager parce que je trouve qu'on partage souvent des podcasts liés au business, au marketing. Mais il y a tellement d'autres podcasts qui sont passionnants sur d'autres sujets qu'on maîtrise un peu moins, comme la santé, l'histoire, le sport, tout ce qu'on veut. Et faut se rendre compte qu'il y a aussi plein de podcasts, plein de livres et chaînes YouTube là-dessus. Au niveau des tools, des outils, c'est quoi les trois outils qui sont vraiment importants dans ta vie d'agence ou même pour finalement gérer le business, l'opérationnel pour tes clients? Donc 3 outils que tu aimes bien, qui sont vraiment importants et que tu recommandes. Alors nous, on utilise beaucoup Notion en interne, mais Ah, aussi avec nos clients. cool, bravo. On l'a fait adopter à nos clients et franchement, ils adorent. Ils sont très contents. Donc on l'utilise principalement pour tout ce qui est planification, communication sur des plans. Et on utilise Slack aussi pour communiquer en interne et avec nos clients. Donc, Ok. c'est pour ça que j'ai dû couper je ne sais pas combien de notifications avant qu'on enregistre le podcast parce que j'ai pas mal de, Ouais, je pas comprends. mal de canaux Slack. Et ensuite, si j'en citais un troisième, la suite, c'est un peu bateau, mais c'est vrai quand même, tout ce qui est Google Entreprise, Google Drive, nous on utilise Gmail pour les mails aussi. Et en fait, on a tout mis sur le cloud quasiment depuis le début de l'agence en fait. Vous avez bien fait, nous aussi on a fait. C'est vrai, Non, mais c'est voilà. pratique, hein. Slack, Notion, je peux que recommander ces outils, surtout Mais, Notion. C'est là que c'est chiant, la longue, il y a mais trop c'est de toi qui m'as notifications. fait passer sur Notion, Danilo. Je C'est suis trop suite à content notre d'avoir fait. échange, c'est J'espère toi. que tu as pris le template de mon ami Jérémy, The Toolbox. Absolument. Voilà, je suis trop content. Je suis trop content, j'en toucherai un mot quand je le verrai. Mais voilà, il a fait un excellent travail et pour ceux qui ne connaissent pas Jérémy, vous allez sur The Toolbox, donc ZE Toolbox, pour vous renseigner sur ses prestations parce que si vous êtes une PME, il peut vous aider à installer Notion, le système. Et si vous êtes justement une plus petite entreprise comme DHS, eh bien, vous pouvez prendre son template et puis après, vous utilisez le template pour vos besoins. Voilà, merci Sandy pour ton temps. Dernière chose, c'est où est-ce qu'on peut te retrouver et travailler avec toi? C'est le moment de parler de toi, de faire ton auto-promo, personne ne te jugera. Donc vas-y, je t'en prie. Alors moi, je suis très active sur LinkedIn, on en parlait tout à l'heure. Donc c'est Sandy Giacobi. Et pour avoir plus d'infos, on a un site internet qui s'appelle www.mymarketingexperience, donc il n'y a pas le E de experience.com. Et on a aussi un compte Instagram également du même nom. Très bien, c'est très clair, on mettra les liens dans les notes de l'épisode et vous avez également un podcast, je répète, c'est My Marketing Podcast sur lequel je suis passé aussi. Donc allez-y, écoutez le podcast, prenez votre temps, il est à la fois sur YouTube et sur les plateformes d'écoute qu'on connaît. Donc voilà, je vous invite également à écouter le podcast de Sandy. Merci à toi Sandy et je te dis à très bientôt. J'espère que l'épisode vous a plu. Pour moi, c'était une très bonne conversation avec Sandy puisque j'ai pu aussi donner mon retour d'expérience sur la création d'une offre B2B et comment la vendre à mes clients idéaux. Les amis, avant de vous quitter, je vous invite comme toujours à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et surtout, n'oubliez pas de laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast si vous aimez les épisodes que je sors 2 fois par semaine. Ça vous prend à peine 2 minutes et nous, ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast. Allez, je vous dis à jeudi pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.